société CashSolve, finalement, elle a été construite et structurée autour des crises qu'on a vécues, puisque on avait démarré avec une activité de conseil en 2000, et c'est l'explosion de la bulle Internet qui nous a poussé à développer un logiciel, en fait, de passer d'un modèle service à un modèle de software. Donc, c'est grâce à ça, en fait, qu'on est devenu éditeur de logiciels. Ensuite, c'est la crise de 2008-2009 qui a accéléré notre développement, puisque c'était une crise de liquidité. Et donc, tous les groupes se sont mis à nous appeler en panique, puisqu'ils n'avaient plus de cash. Toutes les lignes de crédit étaient coupées, donc il fallait faire des prévisions de trésorerie très vite. Voilà, donc en fait, les crises, c'est un modèle, un message d'espoir, mais finalement, c'est grâce aux crises que notre société s'est développée. Voilà, et pourquoi? Parce que voilà, justement, la prévision de cash, c'est une bonne pratique qui souvent est mise en parenthèse quand tout va bien. Et on revient sur ce sujet à chaque fois qu'une crise arrive, et on voit, en fait, on retombe dans des cycles de crise qui sont de plus en plus rapprochés et réguliers. Voilà. Ok, donc ça, on va pouvoir approfondir ça dans la suite de la session. Donc ça, c'était Clotilde qui a fondé et vendu CashSolve. Donc Jean-Georges, tu es témoin, tu es complice de cette période. Voilà, absolument. Et donc, moi, j'approuve tout ce que vient de dire Clotilde. Et oui, moi, j'étais plus en charge de la partie conseil et de la partie développement software à l'intérieur de notre association. Impeccable. Et avec à tes côtés, Jérémy. Bonjour tout le monde. Jérémy, qui es-tu? Et donc, Jérémy, en quelques mots. Moi, j'ai commencé par faire du financement d'entreprise chez BNP Paribas. J'en suis parti justement juste avant l'éclatement de la crise financière, jugeant que les robinets étaient ouverts beaucoup trop grands et n'importe comment. Je suis parti faire du conseil en stratégie au Boston Consulting Group, et depuis, on va dire que donc j'accompagne l'ensemble des PME, enfin au sens large, au sens traditionnel, sur des sujets d'accompagnement stratégique et donc de pilotage économique et financier. Super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a une compréhension de qui est en face. Joe, je te laisse animer la session. Oh. Alors, juste un petit mot pour dire pourquoi on est arrivé là. On a commencé à improviser ces webinars la semaine dernière. Je viens de réaliser, c'est affreux, je ne suis pas sorti de chez moi, mais pas du tout. J'ai la chance qu'elle me fait les courses. Et depuis, on essaie de notre mieux d'aider tous ceux ou celles qui essayent de prévoir quelle va être la hauteur de la vague. Certains sont déjà en shutdown total, donc tout est fermé, pas d'activité, mais il fallait mettre tout ça en place. Donc, on a organisé déjà des séminaires thématiques sur comment mettre les gens au chômage technique, comment écrire ou négocier éventuellement le paiement de son loyer, comment réorganiser le travail, comment travailler à distance. Donc, certains d'entre vous étaient plus ou moins équipés avec un peu plus d'expérience que d'autres, donc pour certains sujets. Et là, on s'est rendu compte sur les demandes de financement et éventuellement la préoccupation, parce que ce n'est pas que pour la demande de financement. Et il y a certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui nous ont dit « j'ai aucune idée de quel va être mon besoin de cash. Je ne sais pas trop comment ça va arriver. » Pour certains, c'était alarmiste. « Ah là là, catastrophe, on n'a plus d'activité, donc on va avoir besoin de cash. » Et on va voir ça plus tard, c'est contre-intuitif, mais la baisse d'activité peut générer du cash, mais créer un problème différé plus tard. Donc, bon à savoir. Et inversement, pour d'autres, c'était si je demande de l'argent, je demande combien et sur quelle période. Et du coup, on a demandé aux personnes, donc Jérémy, Jean-Georges et Clotilde, de préparer quelque chose du point de vue d'entrepreneur vraiment pratico-pratique, on va dire, mais qui va commencer par quelques fondements, les basiques de qu'est-ce qu'il faut savoir, comment paramétrer ça. Et ce que j'ai compris comme message et leçon, c'est surtout, il faut faire ça à la main, construire soi-même son modèle. Donc, ce n'est pas un bon service à vous rendre de vous faire une template toute faite. Il
Vous allez sans doute comprendre pourquoi. Donc, l'exercice est de comprendre comment est généré le cash ou les besoins de cash. Et je donne du coup la parole à qui? Clotilde en premier? Oui, je veux bien, merci. Allez, à toi. Si je peux demander aux autres intervenants de mettre leur micro en mute, parce que parfois, quand il y a des bruits, en fait, c'est l'image de là où il y a du bruit qui passe en premier. Voilà, vous avez la main sur vos micros. Et pour les autres, n'hésitez pas, vous avez, pour ceux qui connaissent Zoom maintenant, un bouton quand vous cliquez sur participants ou people, vous pouvez lever la main pour poser des questions. On va faire la place à quelques questions, bien sûr, mais on va laisser d'abord un temps de parole avant d'ouvrir les questions-réponses. Et vous pouvez mettre les questions sur le chat, on les regarde régulièrement. Bien sûr, on les traite et encore une fois, notre modératrice officielle, Eugénie, est là et c'est elle qui va faire le timekeeping parce que nous, on est trop gentils, trop sympas. Parfois, on laisse déraper le temps. Mais bon, quand même pas trop souvent parce que sinon je vais arrêter de secouer mon palmier et ça va être moi. Donc, ouais, la première chose qu'on voulait aborder avec vous, c'est reprendre en fait les raisons pour lesquelles il faut faire des prévisions de cash. Bon, je pense que vous avez acquis peut-être un niveau de conscience sur le sujet que vous n'aviez pas auparavant ces derniers jours. Voilà, mais bon, pour reprendre les éléments, on fait des prévisions de cash pour 3 raisons. Essentiellement pour anticiper, pour communiquer, et puis pour ensuite trouver des leviers d'action. Donc anticiper, pourquoi pour préserver la continuité de l'activité. Donc l'objectif, c'est de maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances. Donc aujourd'hui, vous avez pu repousser à plus tard un certain nombre d'échéances, que ce soit des échéances sur la partie sociale, la partie fiscale, éventuellement les loyers et toute la partie financière. Néanmoins, ce n'est qu'un report d'échéance. Donc, à un moment donné, je ne sais pas comment ça va se déboucler, mais bon, c'est des échéances qu'il va bien falloir régler. Il n'en reste pas moins qu'il y a des échéances obligatoires pour lesquelles vous allez devoir décaisser de l'argent, les salaires bruts notamment, et puis un certain nombre de charges pour lesquelles vous êtes engagé avec vos fournisseurs. Voilà. Donc l'objectif, c'est de voir à partir du cash que vous avez en caisse et des éléments prévisionnels, quelle est votre liquidité dans les prochaines semaines, les prochains mois, et voire au-delà, mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Le deuxième point, c'est la communication. Alors, la communication, je vais dire essentiellement aujourd'hui en interne. Je pense que c'est important dans cette période un peu particulière de communiquer de manière relativement transparente vis-à-vis des collaborateurs sur la situation de trésorerie prévisionnelle et sur les moyens qui sont mis en œuvre en fait pour conserver justement la liquidité et de faire passer peut-être un certain nombre de messages sur les raisons pour lesquelles des investissements qui étaient engagés sont stoppés ou repoussés. Voilà. Comment expliquer aux collaborateurs que des projets sur lesquels ils ont travaillé depuis, investi beaucoup de temps et éventuellement l'entreprise investit beaucoup d'argent, pourquoi ces projets sont mis en stand-by, sine die. Voilà. Donc ça peut s'expliquer au regard d'une situation prévisionnelle de trésorerie qui est peut-être plus explicite, plus facile à comprendre pour tout le monde, puisqu'on parle tout le monde est capable de comprendre une comptabilité de caisse, peut-être davantage qu'un PNL ou un bilan. C'est quelque chose qui est plus facile à expliquer, d'autant plus que c'est la réalité, en fait. Finalement, je pense qu'on revient qu'une entreprise, la cause de défaillance d'une entreprise, c'est l'absence de cash. C'est pas autre chose. Donc, c'est vraiment la condition essentielle de la survie de l'entreprise. Et voilà, donc ça, c'est un point important, la communication. Et enfin, les leviers d'action. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'éviter une dégradation brutale et durable du cash.
Donc, on va avoir des leviers d'action sur, voilà, j'en parlais, l'élimination, la réduction de toutes les dépenses qui vont être flaguées comme étant non indispensables, le décalage de toutes les échéances qui peuvent l'être aujourd'hui, la négociation des délais de paiement avec les fournisseurs qui sont susceptibles de pouvoir faire face à un décalage, ce qui n'est pas le cas de tous. Voilà, donc là aussi, il y a une question aussi on va en reparler, mais d'échange et de communication avec les tiers, en fait, les clients et les fournisseurs, donc une communication externe. Le recours donc en fait à 100% des dispositifs publics disponibles, hein, donc que tous les leviers disponibles soient vraiment utilisés. Et puis le dernier levier d'action, c'est de faire rentrer le cash qui est dehors. Donc c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire aujourd'hui, mais voilà, pour ceux qui n'avaient pas nécessairement l'habitude d'être dans un mode intense de relance des créances clients, c'est l'occasion ou jamais de faire le point sur la situation avec les clients et de voir comment faire rentrer tout ce qui peut l'être. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif des prévisions de trésorerie. Alors, il y a de multiples manières de faire des prévisions de cash. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Alors, on a réfléchi tous ensemble à qu'est-ce que la situation exige aujourd'hui dans ce contexte bien particulier. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de connaître quelles sont les marges de manœuvre disponibles, mobilisables. Donc pour ça, on pense, en fait, notre préconisation, c'est encore plus que jamais, déjà avoir un modèle de prévision de cash, ça c'est certain. Si vous n'en avez pas encore, c'est vraiment l'occasion de le mettre en place. C'est de toute manière une recommandation que pour nous, c'est l'outil de pilotage, la rentabilité et la génération de free cash flow. Pour nous, c'est les deux indicateurs phares en tout état de cause, même quand tout va bien, du pilotage financier de l'entreprise. Encore plus aujourd'hui sur la génération de cash flow ou la préservation du cash, en tout cas disponible. Voilà, donc nos recommandations, c'est d'avoir un modèle de prévision de trésorerie qui soit vraiment bien compris, bien travaillé pour avoir des prévisions qui soient fiables et donc sur lesquelles on ait vraiment confiance dans les données qui vont alimenter le modèle. Donc là, Jean-Georges vous reparlera tout à l'heure à quoi doit ressembler un modèle de prévision de cash. Et puis aussi la maîtrise des hypothèses, parce qu'on va le voir, la difficulté dans la prévision de cash, c'est d'une part, il faut avoir les sources de données pour aller alimenter cette prévision de cash, et d'autre part, on va bâtir tout un jeu d'hypothèses, notamment sur les données prévisionnelles. Et là, c'est vraiment complexe aujourd'hui d'avoir la visibilité, mais la visibilité sur l'activité dans les prochaines semaines et éventuellement au-delà. Donc, justement, en termes d'horizon, on pense aujourd'hui que le minimum, c'est d'arriver à bâtir un modèle sur les 3 prochains mois. Et si possible, là, on va avoir recours à tout un jeu d'hypothèses, à chercher à faire des prévisions jusqu'à la fin de l'année. Voilà. L'idée étant à la fois pouvoir avoir une vision relativement élaborée de ce dont je vais disposer à courte échéance et ce dont je vais disposer pour pouvoir redémarrer l'activité le moment venu. Voilà. On ne va se retrouver en fait à court de cash quand l'activité va repartir. Donc ça, c'est pour l'horizon. En termes de découpage de l'horizon, notre préconisation, alors elle va être variable selon votre situation, selon que vous êtes cash riche. Si aujourd'hui vous avez un matelas de cash et que vous n'avez pas trop d'inquiétude pour passer la période actuelle, probablement un découpage de votre horizon de prévision au mois, ça sera suffisant pour piloter votre prévision de cash. Si par contre vous êtes tendu en cash, que voilà, vous êtes rentré dans la crise avec déjà un niveau de liquidité relativement faible, notre préconisation, on va revenir dessus, mais c'est d'aller vers une prévision de cash qui soit découpée de manière beaucoup plus fine
probablement à la semaine. Ça veut dire aller chercher une mise à jour des prévisions de trésorerie qui soient hebdomadaires, en passant notamment par l'analyse de tout ce de votre balance fournisseur et de votre balance client. Voilà. Autre préconisation qui est valable de toute manière, même quand tout va bien, mais là encore plus aujourd'hui, c'est que la prévision de cash, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez sous-traiter. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont recours à un expert comptable ou un comptable en interne ou un service financier. On pense que il est vraiment important que vous soyez, à titre en tant que dirigeant de votre entreprise, véritablement impliqué dans la construction de la prévision de cash, parce que c'est vous qui êtes le plus à même de comprendre les chiffres, de les analyser, de produire des hypothèses avec lesquelles vous êtes confiant. Voilà. Donc voilà, donc en fait, pour résumer, si vous n'avez à présent pas bâti de modèle de prévision de cash, c'est le moment ou jamais de le faire, de vous impliquer personnellement dedans. Voilà, donc qu'est-ce que, peut-être que pour certains, le sujet de la prévision de cash, c'est un sujet qui est relativement nouveau. Donc, on va revenir peut-être sur des éléments de base, sur ce qui est la prévision de cash et la différence entre le cash et le résultat. Clotilde, Oui. Est-ce que je peux me permettre, avant que tu continues sur ce propos et l'explication, est-ce que je peux réinsister sur un ou deux messages que tu as formulés et faire le lien aussi avec l'introduction de Joe sur justement la différence entre la communication interne et la communication externe, avant d'aller plus en détail sur la différence en effet entre le cash et le PNL et les résultats. Pour insister, donc si vous permettez, pour insister sur le message, sur certains des messages qui viennent d'être énoncés par Clotilde, mais aussi dans l'introduction par Joe, si on fait un parallèle très schématique et assez simple avec la situation que peut-être nous connaissons tous en tant que particuliers, là, le prévisionnel de trésorerie, c'est vraiment le budget du foyer au quotidien. La comptabilité de l'entreprise, c'est regarder en arrière ce qui s'est passé. C'est un peu comme vous avez votre déclaration d'impôt, impôt sur le revenu à la fin de chaque année qui doit être faite et vous paierez de l'impôt. Ça, c'est vraiment du réglementaire, c'est annuel. Vous avez, si vous voulez acheter votre résidence principale ou faire un investissement locatif, vous allez voir votre banque et vous allez traiter des sujets de finance, c'est-à-dire financement-investissement. Mais il s'avère que si jamais vous avez votre échéance d'impôt, impôt sur le revenu qui est annualisée, ou votre échéance de remboursement de prêt qui est annualisée, vous devez gérer aussi votre budget quotidien, ne pas dépenser tout votre argent pour aller au Club Med à l'île Maurice et vous retrouver à la fin d'année pour ne pas pouvoir payer votre remboursement de crédit ou vos impôts. Ça, c'est vraiment la gestion de votre trésorerie, c'est votre budget. Là, ici, c'est la même chose pour l'entreprise. Nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est sur une échelle de temps plutôt annuelle, avec la bonne granularité, comme l'a expliqué Clotilde, à savoir si c'est mensuel ou si c'est hebdomadaire, ça dépend un peu de chaque situation, mais de comprendre en gros les rentrées et les sorties d'argent plus quotidiennes tout au long de l'année pour pouvoir ne pas se retrouver à sec au moment de grosses échéances, au moment de gros décalages de paiement, au moment de gros décalages d'entrée, d'encaissement d'argent. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le point important. Et dans l'explication de Clotilde n'a pas mentionné le fait que cela servait en termes de communication pour communiquer auprès des banques, et c'est normal puisque ce n'est pas réellement l'usage premier du prévisionnel de trésorerie. L'usage premier du prévisionnel de trésorerie, c'est vraiment pour vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, de maîtriser votre situation de liquidité. C'est ça le vrai objectif. D'où après le fait de pouvoir actionner des leviers pour améliorer la situation, de pouvoir communiquer aussi en interne pour comprendre ce que vous faites, parce que vous êtes le capitaine du navire. Mais c'est à ça que ça sert. C'est vraiment fondamental pour vous comprendre votre situation et pour pouvoir amener à bon port votre embarcation. Très bien. Alors, merci Jérémy pour ces précisions.
Oui, pour reprendre le point sur la différence pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement entre le résultat et le cash. Donc, pour certains, ça va sembler très, très basique, mais pour d'autres, peut-être un peu moins. Voilà, donc le résultat, pour rappeler les choses, c'est la différence entre vos produits hors taxe et vos charges hors taxe, pour rester très, très concis. Le cash flow, la trésorerie, c'est l'écart entre des encaissements qui vont être, eux, TTC et des décaissements TTC. Donc, pour reprendre quelques exemples qui vont être plus parlants, si sur le poste, par exemple, achat-vente, dans le résultat, on va retrouver en fait vos ventes hors taxe et vos achats hors taxe. Alors que sur le cash, on va retrouver des montants qui vont être des montants d'encaissement et décaissement TTC qui vont, eux, vont être positionnés au moment où le flux de trésorerie intervient. Donc, si je facture 100 en février, enfin 120 en février en TTC, sur mon compte de résultats, je vais retrouver 100 en février. Si cette facturation est encaissée en mars, je vais encaisser 120. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc en fait, on est dans quelque chose d'un ordre différent. Si on prend le cas des investissements, dans les investissements dans un PNL, on va retrouver uniquement la dotation aux amortissements, donc il y a un élément non cash, alors que dans un tableau de trésorerie, on va retrouver la valeur de cet investissement pour le montant de la facture de votre fournisseur. Même chose pour une dette. Une dette, on va avoir un compte de résultat la partie des intérêts relative à cette dette qu'on va retrouver dans le résultat financier, alors que votre prévisionnel de trésorerie, lui, va être impacté par le montant du remboursement, du principal et des intérêts. Voilà. Donc, je m'excuse pour certains, ça peut paraître extrêmement basique. Peut-être que pour d'autres qui sont moins familiers des sujets relatifs à la finance d'entreprise, c'était important de le mentionner. Donc, je vais passer la parole à Jean-Georges, en fait, qui a élaboré en fait une petite présentation pour vous expliquer comment, de manière très, très, très simple, en première approche, comment on élabore une prévision de trésorerie avec une spreadsheet Excel. Oui, donc moi, vous m'entendez tous là, c'est bon, hein? Pardon. Donc la fabrication, oui. C'est bon, Jean-Georges, tu peux y aller. Oui, la fabrication de la prévision de trésorerie, c'est surtout organiser des informations. Et donc, je vais d'abord vous parler de la source des informations qui peuvent être utilisées pour fabriquer une prévision de trésorerie. Donc, en fait, il y a deux sources. Pour moi, je pense qu'il y a deux catégories d'input. Il y a d'une part des données qui vont se trouver dans votre système comptable, et j'y reviendrai, et des données purement prévisionnelles. Alors, les données qui se trouvent dans le système comptable sont, à mon avis, extrêmement importantes. Il s'agit surtout des factures clients qui ont déjà été enregistrées et des factures fournisseurs qui ont été enregistrées. Donc, ce sont des données qui sont certaines et c'est à vous de décider, dans une prévision de trésorerie, de les organiser pour décider quand vous allez payer les fournisseurs et de prendre des actions pour faire payer vos clients. Donc, le traitement des informations, c'est de prendre toutes les factures qui se trouvent dans votre système comptable et de les organiser en encaissement et en décaissement. Alors ça suppose peut-être un changement d'organisation parce que très souvent, je ne sais pas si c'est très souvent, mais c'est quand même assez souvent le cas, la comptabilité est faite à la fin du mois, c'est-à-dire qu'on empile les factures fournisseurs qui arrivent par mail ou par courrier, et puis on les traite à la fin du mois. Ce qui fait qu'on a un décalage entre la situation réelle et la situation qu'on voit dans son système comptable. Et de la même manière, la facturation client se fait souvent à la fin du mois. Et voilà, on enregistre les services ou les services ou les marchandises qu'on vend et on émet tout ça
c'est enregistré au début du mois d'après. Donc, la première recommandation, c'est de faire une comptabilité au fil de l'eau, c'est-à-dire d'enregistrer les factures au moment où elles arrivent. Et donc, deux possibilités, soit il faut s'organiser avec votre expert comptable pour le faire, ou éventuellement, il y a des systèmes qui sont plus collaboratifs où on peut saisir les factures en interne au moment où elles arrivent. Donc, c'est ça ma première recommandation, je dirais impérative, pour avoir une prévision de trésorerie efficace. La deuxième partie est plus compliquée puisqu'il s'agit de données purement prévisionnelles, c'est-à-dire qu'on ne connaît a priori ni le montant, enfin pour une partie, on ne connaît ni le montant, ni la date à laquelle les événements vont se produire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de catégoriser toutes les sources d'encaissement et toutes les sources décaissement. Enfin, donc, je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Je ne sais pas, voilà. Donc, voilà en fait un tableau de trésorerie basique, mais qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, voilà, il y a une partie encaissement et il y a une partie décaissement, enfin, et puis il y a une partie solde. Donc, ce que je disais au début, il y a une ligne qui est l'organisation des informations qui sont les clients facturés et les factures fournisseurs enregistrées. Et ensuite, il y a toutes les données que j'appelle prévisionnelles. Et là, ma recommandation, c'est de les organiser en onglets. Donc, par exemple, si je prends le poste client, vous avez les moments où vous positionnez la facturation prévisionnelle, vous rentrez le taux de TVA et puis vous essayez d'estimer au mieux quand vous allez encaisser le produit de votre facture et vous venez ramener ça sur la ligne facturation à venir. Et donc, même chose pour les décaissements. L'idée, c'est d'organiser les décaissements, les postes de dépenses qui se transforment en décaissements, et ça, de le faire, c'est vraiment propre généralement à chaque type de business, selon que vous soyez du service ou de la transformation de matière, du produit fini ou de l'achat-revente. Donc voilà, en théorie, c'est très simple, c'est un tableau récapitulatif et des onglets qui traitent tous les sujets ou tous les postes d'encaissement et de décaissement. Enfin, voilà, donc si vous pouvez, alors c'est simple dans le principe. Généralement, ce qui est compliqué, c'est toute la partie simulation. Enfin, pour les postes de personnel, il va falloir séparer entre ce qui est salaire net, entre ce qui est maintenant les charges salariales qu'il va falloir payer, les charges patronales qui peuvent être décalées, les remboursements d'emprunts qui vont peut-être décaler aussi. Donc ça, c'est toutes les hypothèses et c'est vous qui, en tant que dirigeant d'entreprise et entrepreneur, de mettre ça en place. Bon, on a parlé de la granularité. Donc, effectivement, là, c'est un poste en semaine. Si vous n'êtes pas tendu, vous pouvez faire en une granularité au mois, ce qui permet, ce qui demande un peu moins de travail et une mise à jour peut-être à l'intérieur du mois, mais qui permet d'avoir une visibilité jusqu'à la fin de l'année. Jean-Jean, il y a une question de Laurent. Pourquoi n'y a-t-il pas de TVA décaissée le mois d'après alors qu'elle est dans les encaissements? C'est parce que c'est une excellente remarque. C'est parce que simplement, c'est pas un modèle élaboré, c'est juste pour vous montrer le principe. Et bien évidemment, dans le modèle qu'il va y avoir, il y aura peut-être un onglet TVA qui va reprendre les informations de TVA collectées qui vont se trouver ici. Donc ça va être 20%. Et il va y avoir, alors selon que vous soyez d'ailleurs sur débit ou sur encaissement, et puis il va y avoir une TVA déductible, et il va y avoir un onglet qui va calculer la TVA, et on va se retrouver ici. Pardon, il y aura ici une ligne TVA qui pointera sur
l'onglet TVA. Juste, J'ai je une me question permets qui... juste un petit commentaire sur la TVA. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment le séparer. On peut faire ce tableau de trésorerie hors TVA et enfin, moi, c'est une recommandation que j'aime bien et mettre à la fin l'impact pur de la TVA parce qu'au final, ce qui vous intéresse réellement en tant que dirigeant, ça reste la trésorerie hors TVA puisque celle qui ne vous appartient pas. Jean-Georges, une question pratique pour ceux qui Oui. ont déjà commencé à faire Oui. l'exercice. Quand on construit ce modèle, on voit bien qu'on fait des entrées dans une colonne. C'est notre estimation, notamment sur les encaissements ou les décaissements. Et on va faire une autre entrée dans une autre colonne. Or, si notre prévision, c'est qu'on va encaisser en la 6e semaine, on va dire, et que finalement, ça se fait à la 7e semaine, il faut repousser le tout d'une colonne ou de plus d'une colonne, dès qu'on a l'information. Et du coup, le faire item par item. Ou est-ce qu'il y a dans votre modélisation répercuté en fonction d'un paramètre qu'on peut faire? Parce qu'on m'a posé la question, il faut tout faire à la main et tirer à chaque fois d'une colonne à l'autre. En principe, Quelle est votre recommandation? moi, je pense que c'est plus, enfin, si on veut vraiment garder le contrôle, et ensuite, ça dépend vraiment de chaque cas de figure. Est-ce qu'il y a des choses qui sont automatiques? Est-ce que les reports sont automatiques ou non? Je pense que de toute manière, évidemment, quand on fait une prévision de trésorerie, ensuite, on avance de semaine en semaine. Donc, si je passe de la semaine 1 à la semaine 2, qui est ici, et que la semaine 1, ici, j'avais une facturation à venir qui était je sais pas moi, 200, il y a deux solutions. Soit, quand j'ai avancé d'une semaine, je la retrouve en comptabilité parce que j'ai pu facturer un client, soit, soit c'est perdu parce qu'en fait, ça ne s'est pas produit. Donc, je pense que d'une manière, il faut décaler la crampe, et puis il faut revoir toutes les hypothèses à chaque fois. Et donc oui, Joe, malheureusement, en fait, la recommandation ici, notamment parce qu'on est dans une période particulière, c'est beaucoup de travail à la main et avec un suivi régulier. Merci de cette précision, parce que parfois je les demande, mais tu n'as pas un truc là qui est automatique où je rentre les données et qui le fait pour nous? Parce que sinon, c'est trop de travail. Effectivement, c'est Effectivement. On n'a jamais eu. On a répondu à cette question pendant 20 ans. 20 ans, on a toujours prôné le fait de sortir d'Excel pour aller vers des choses automatisées. En période de crise, ce n'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Donc, il faut revenir. Excel est le meilleur moyen de travailler sur ce sujet-là. Et puis, de mettre en place un modèle ensuite qui pourrait être pérennisé. Voilà. Parce que je pense qu'il va falloir ensuite l'intérêt de faire cet exercice et de capitaliser ensuite dessus et de conserver ces bonnes pratiques, ces bonnes habitudes. Et je suppose, après l'intervention qu'on a eue hier sur les documents partagés, notamment Google Spreadsheet, pour ceux qui font confiance à Google, ça fait exactement pareil. Et du coup, tout le monde peut y accéder et éventuellement travailler, éditer ou suivre ce qui se passe. D'où l'intérêt, je peux reprendre, d'organiser en onglet les différentes catégories, puisque justement ça touche différents services à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme tu le citais, si on a un système partagé, eh bien, vous avez des personnes, voilà, du personnel, ou qui seront plus dans les achats ou plus dans les ventes, qui mettront à jour. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit une seule personne qui le mette à jour, mais les onglets spécialisés vont être mis à jour et centralisés dans le tableau d'encaissement, décaissement. Enfin, c'est pour ça qu'il est important d'organiser. C'est pas compliqué en soi. En fait, ça demande une bonne organisation de l'information. Je voudrais juste ajouter, donc, faire la coédition de documents. Donc, Google a sa solution qui le permet, c'est le Google Spreadsheet. Et puis, Microsoft a aussi la même solution avec Excel sur Office 365. Et donc, évidemment, ceux qui ne le font pas, je vous recommande très, très, très fortement d'aller de vous mettre à la coédition, de vous mettre à faire des documents à plusieurs ensemble. C'est exactement la même chose que remplir un tableau tous ensemble devant
devant un tableau sur le mur. On bénéficie de toute l'intelligence collective du groupe et ça change considérablement les choses. Même si, juste une petite précision, même si c'est ce que disaient Clotilde et Jean-Georges, idéalement, il faut qu'il y ait quand même, comme souvent dans chaque projet, quelqu'un qui reste responsable quand même de l'avancée et du contrôle et de la cohérence des données, quoi. Et c'est vrai que idéalement, vu l'importance du sujet, ça devrait être le dirigeant, l'entrepreneur. Notre préconisation, c'est d'avoir une fois par semaine, d'avoir une réunion de revue des prévisions de cash. Voilà, pour avoir un petit outlook à jour sur la situation. Bien, on pourra répondre à des questions plus spécifiques, mais dans le principe, je n'ai plus rien à rajouter sur le sujet pour le moment. Enfin. Vous voulez qu'on prenne quelques questions en direct s'il y en a, ou quelques commentaires? Juste peut-être une petite précision, une dernière précision avant de peut-être passer aux questions. C'est que vous l'avez bien compris, ce qui vient d'être exposé, il y a la partie construction sur les données certaines, historiques, qui sont basées en partie sur la comptabilité, en partie sur une logique de gestion, puisque le vrai sujet, c'est le sujet du temps et de l'échéancier. Donc, même des données qui sont censées être certaines, on a une incertitude sur des créances clients, par exemple, sur vraiment la date de réalisation du paiement. La vraie difficulté dans notre période va être la simulation de l'activité, c'est-à-dire du revenu, du chiffre d'affaires. Ça va être la grosse incertitude du fait de l'incertitude sur l'horizon de temps de la crise, que ce soit confinement ou pas confinement, et sur les impacts économiques. Ça va être à juger au cas par cas selon votre activité. La recommandation, qui est une recommandation très traditionnelle dans ces sujets financiers au sens large, c'est d'essayer de procéder idéalement selon plusieurs scénarios pour justement déterminer l'ampleur de l'impact selon différents scénarios. Voilà. À minima 2, généralement on en fait 3. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça va être le vrai. Vous pouvez adapter dans vos charges et vos sorties de cash, et du coup, dans un second temps, vos ressources extérieures de liquidité et de financement pour faire face en fait à des scénarios, dans le cas de scénarios assez dégradés. Je rejoins complètement Jérémy. Étant donné qu'on est dans de l'anticipation, la scénarisation, effectivement, c'est totalement indispensable. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on suggère aussi d'essayer d'élargir l'horizon le plus loin possible, puisque si on se situe à fin d'année, voilà, on peut scénariser différentes modalités de redémarrage de l'activité, et selon ces différentes modalités, la prévision de cash va avoir évidemment une allure complètement différente. Donc il faut aussi se mettre en situation, examiner en fait le worst case, voilà, pour arriver à examiner la situation sous cet angle-là, pour éventuellement quand même prendre aujourd'hui, je dirais, toutes ces précautions, et effectivement remettre à plus tard absolument tout ce qui peut l'être, sans pour autant mettre à mal la relation qu'on peut avoir à la fois avec ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, etc. Mais bon, il ne reste pas moins qu'il faut. Notre recommandation, c'est la prudence la plus extrême sur les sujets de décaissement à venir. Voilà, c'est à manier avec des pincettes. Alors, on a pas mal de questions là qui sont mises sur le chat. Ouais. Alors, je suis en train de lire les questions. Donc, il y a une question effectivement qui est est-ce qu'on peut relier la prévision de trésorerie avec des systèmes existants?
Bien sûr, mais ça demande généralement un projet qui est assez lourd. C'est ce on faisait avec notre logiciel de prévision de trésorerie, c'était de le mettre en liaison avec des budgets, et de la comptabilité et différents autres systèmes, mais ça ne se fait pas. C'est des projets qui peuvent prendre enfin, selon la complexité, au moins plus d'un mois. Voilà. Par ailleurs, si je peux me permettre, Ouais. Jean-Georges, sur ce sujet de lien et d'automatisation, vu ce qu'on vient de dire sur la période de crise et sur la nécessité de faire des scénarios d'activité, puisque vraiment votre principale incertitude, a priori, la principale, ça reste le chiffre d'affaires, la génération de revenus. Malheureusement, souvent, les décaissements sont entre guillemets certains et vous avez plus la main pour essayer de trouver des solutions et décaler. La vraie incertitude, c'est la génération de revenus. C'est que dans une période comme celle-ci, vous allez avoir encore plus de mal à faire des scénarios et à automatiser des scénarios, etc. Donc c'est vraiment le moment, c'est ce que disait Clotilde dans son propos liminaire, c'est le moment de vraiment se concentrer sur la compréhension des hypothèses et des drivers sous-jacents à votre activité pour justement faire des scénarios. Parce que là, on rentre dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est la prévision du risque. Donc, un vaste sujet. Et donc, le worst case, en fait, on n'arrive quasiment jamais à avoir le scénario worst case. On est en plein dans la démonstration. CF, la théorie du signe noir. Donc, c'est vraiment le moment, au contraire, de mettre de la matière grise plutôt que de l'automatisation sur la décomposition et la compréhension de ces scénarios d'activité et de chiffre d'affaires notamment. Donc, a priori, pas le meilleur moment pour chercher, pour avoir comme premier objectif d'automatiser. Alors, je lis quelques questions. Enfin, il y avait une question effectivement qui est comment. Alors, je ne comprends pas très bien la question, comment gérer les décaissements de style carte bleue collaborateur. Oui, je pense que là, il faut mettre des hypothèses, toujours. Ou alors, si vous pouvez définir un forfait pour le mettre de manière certaine, ça fait partie de l'organisation de la formation. Ensuite, quel conseil pour modéliser les aides? Je pense qu'effectivement, la bonne idée, c'est toujours dans l'organisation de la formation, c'est de prendre les décaissements que vous êtes obligé de faire et puis ensuite de mettre des corrections pour enfin de modéliser des corrections qui elles-mêmes sont incertaines. Par exemple, enfin, je pense effectivement à l'indemnité chômage, c'est vous êtes obligé de payer vos collaborateurs et vous savez, enfin, je ne sais pas si on sait très exactement quand est-ce que l'État va rembourser, déjà va accepter le dossier de chômage partiel et ensuite rembourser une partie des salaires. Donc oui, je conseille de faire un onglet ou de faire des lignes spécifiques pour le remboursement des aides. Enfin, pas le remboursement des aides, comment dire, l'arrivée des aides. Avant de prendre la question suivante, je voudrais juste rapporter encore une fois une expérience pratique vécue. En fait, le point de départ, ça va être le niveau de liquidité qu'on a sur le compte en banque. J'imagine, on commence par ça, on va rajouter ce qu'on attend ou ce qu'on va avoir comme encaissement et décaissement. Et du coup, comment vous faites le lien? Si Jean-Georges, tu peux faire des recommandations. Parfois, on a plus qu'un seul compte en banque. Donc, comment on fait le lien entre ce qu'on a à la banque, ce qu'on voit dans les semaines qui viennent ou ce qui va arriver dans un mois ou deux? Et c'est là où on va commencer à voir que ça peut être rouge et comment on commence à anticiper dans les actions. Peut-être c'est Clotilde qui va en parler tout à l'heure, mais le point de départ, c'est que parfois c'est rassurant ou inquiétant. Et si on ne regarde que ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est pas ça la trésorerie. Donc, comment vous faites le lien entre les deux? Qu'est-ce que vous recommandez de faire entre je regarde le compte en banque tous les jours pour certains et je regarde le tableau et j'intègre ce qu'il y a sur ma trésorerie bancaire? Alors, là, je parlais de la mise à jour de la comptabilité. Alors effectivement, on peut regarder son compte en banque, mais la comptabilité peut très exactement refléter le compte en banque à condition que dès qu'il y a enfin, l'idée c'est qu'on regarde tous les jours son compte en banque, qu'on enregistre les mouvements qui ont été générés la veille
et que donc ensuite on sort de sa comptabilité plutôt que de regarder tous ses comptes en banque. La comptabilité va consolider tous les comptes comptables qui sera à jour puisqu'on aura fait l'effort de la mettre à jour, et ensuite on peut partir et on peut faire des extracts Excel. Alors ça, c'est vraiment tous les systèmes comptables pratiquement le font. On fait des extracts Excel de la position bancaire, qui est donc rapprochée de la position bancaire, et des factures et des nouvelles factures, celles qui ont disparu parce qu'elles ont été payées et celles qui apparaissent parce qu'elles ont été enregistrées. Pour le court terme, il n'y a pas mieux que les comptabilités fournisseurs et clients pour vous donner une visibilité entre 0 et, je ne sais pas, ça dépend du business, mais entre 0 et 2 mois. Donc ça, c'est une information, l'avantage, c'est que c'est une information certaine sur ce montant. Donc s'il y a une action à prendre, c'est celle-là. Joe, moi, si je peux me permettre de compléter dans ce cas-là la réponse, il y a 2 écueils sur le compte en banque à un instant T. Enfin, il y a un écueil qui est souvent de 2 natures, c'est la trésorerie qui ne nous appartient pas. Donc c'est notamment le cas de la TVA, ou c'est le cas des activités où on gère du volume d'affaires mais qui n'est pas de la trésorerie, par exemple des budgets médias, etc., enfin qui n'est pas de la trésorerie qui nous appartient. Donc ça, c'est le premier écueil, c'est qu'en fait, le compte en banque ou même le compte en banque agrégé quand on a plusieurs banques, il faut le retraiter déjà à date, en théorie, de la trésorerie qui nous appartient et de celle qui ne nous appartient pas, premièrement. Et après, ça ne remet absolument pas en cause toute la méthodologie qui vient d'être discutée. L'idée, c'est de prévoir les décaissements futurs, ceux qui sont certains ou ceux qui sont plus ou moins certains ou incertains, les encaissements futurs, ceux qui sont certains ou plus ou moins incertains, et de repartir de ce compte de trésorerie retraité de la vraie trésorerie vu qu'en fait on est sur un système de flux, plus-moins, de faire un net in fine avec la bonne granularité de temps pour voir si à un moment donné on passe en zone négative ou pas. Super, merci beaucoup. On peut peut-être reprendre le fil des questions et passer après à la deuxième partie, les outils. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelles questions on peut prendre encore? Eugénie, c'est toi qui décides. Alors moi, Ou qui? C'est que mon cocotier. En attendant, je vois une question de Sébastien Steinmetz. Évidemment, on peut utiliser toutes les formules qu'on veut pour les pros de Excel. Voilà, on peut essayer d'automatiser et faire un début de programmation sur Excel. Hein. Ça peut, dans certains cas, ça peut accélérer le traitement. Enfin, ensuite, à la question de Arnaud Delis, voilà, c'est le débat cornélien. Il faut que tu relises la question pour les gens qui ne la verront pas. Il est marqué, peut-être qu'on peut donner la parole, je ne sais pas, à la personne qui a posé la question. Enfin. Ah bah oui, écoutez, ouais. Je peux. Bonjour à tous. Donc la question, évidemment, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se la poser. C'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, on est en développement. Donc, on développe une plateforme d'extraction de données sur des documents bancaires pour en analyser la conformité et donc automatiser des processus digitaux. Donc, on a un développement qui est long. On développe depuis 2018 et avec une commercialisation qui n'est prévue que pour la fin d'été. Donc, on est sur la fin, on a pas mal d'embauches qui sont prévues cette année. Et donc, avec la crise, évidemment, la problématique est est-ce qu'on garde la roadmap d'embauche, donc en augmentant le burn rate, en sachant qu'on n'est pas dépendant de chiffre d'affaires parce qu'on n'en a pas. Donc, c'est plutôt des prêts bancaires et des subventions. Donc, la seule chose qui pourrait être problématique, c'est si elles sont reportées, évidemment. Mais est-ce qu'on devrait plutôt donc repousser les embauches et donc c'est la commercialisation et le démarrage du CA, ou au contraire garder le même cap pour essayer d'avoir le plus rapidement un début de CA, mais au risque aussi de le voir se repousser par la situation et donc de se retrouver avec un burn rate trop élevé par rapport à nos moyens. Alors, si je peux me permettre, c'est effectivement la prévision de trésorerie va en partie répondre à cette question, puisque en modélisant le cash que vous avez actuellement en banque et vos dépenses, vous verrez à quel moment
enfin en fonction de vos hypothèses d'embauche, ce que vous pouvez vous permettre, à quel moment vous n'aurez plus d'argent, enfin, vous serez proche de la limite. Donc c'est vraiment c'est l'exercice qu'il faut faire pour prendre cette décision en disant, ben voilà, si vous faites vos embauches, est-ce que vous, ben évidemment, vous allez brûler plus rapidement, enfin, est-ce que vous allez pouvoir faire le juin? Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien quand les affaires vont reprendre. Ça nécessite de scénariser le début de Ouais. l'activité. Donc là, il y a plusieurs Ouais. hypothèses. Et donc, effectivement, c'est selon les différents, c'est ce dont parlait tout à l'heure Jérémy, en fait, est-ce que ça va démarrer à la date prévue? Est-ce que ça va être décalé? Dans quelle mesure? Donc, je pense qu'il faut poser plusieurs hypothèses et puis à partir de là, prendre des décisions. Oui, c'est vrai, mais alors dans l'hypothèse, justement, on est vraiment basé sur du SaaS, sur l'automatisation, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'à la commercialisation, nos clients veuillent le remettre à plus tard. Par contre, c'est vrai que le conseil qui revient le plus souvent, c'est attention, freinez les embauches, remettez à plus tard pour garder la trésor. Sauf que pour moi, ça veut aussi dire du coup qu'on fonctionnerait un petit peu à l'arrêt, qu'on mettrait en stand-by notre développement et donc on remettrait un peu à une date complètement inconnue la reprise en tout cas de notre roadmap et donc on repousserait un petit peu ad vitam aeternam la sortie marché, ce qui je pense n'est pas forcément la bonne solution aussi. Alors c'est mon avis, mais du coup c'est intéressant d'avoir le vote là-dessus. En fait, ça dépend du montant que vous avez en banque. En fait, si ça vous permet de tenir sans revenu pour les 18 prochains mois, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Si vous n'avez que 3 mois devant vous, la question se pose différemment. Donc, d'où l'intérêt je rejoins ce que disait Jean-Georges, de faire une prévision de cash, de scénariser. Voilà. Donc, si vous êtes cash riche pendant encore de longs mois, vous n'avez pas de sujet. Pour Arnaud, je pense qu'il y a des questions stratégiques et je pense que le but de cet atelier, c'est vraiment d'aider chacun à faire le calcul de ses prévisions de trésorerie. Après, en fonction de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, il faut mettre la stratégie qui nous va en place, en fait. Donc, pour certains, c'est qu'est-ce que je fais des ressources que j'ai. Pour d'autres, c'est comment je dépense les ressources que je n'ai pas en misant sur le futur, mais on peut rentrer dans un modèle un peu fragile ou risqué, disons, du point de vue de trésorerie. Mais si on revient au sujet de cet atelier, que chacune puisse savoir, avec les ressources que j'ai et selon les hypothèses que je mets dans les entrées-sorties de cash, de quoi je dispose et quand est-ce que ça pourrait me manquer éventuellement. Jérémy nous a donné un premier exemple en fait, d'erreurs fréquentes, notamment de ne pas compter le cash qui ne nous appartient pas sur le compte en banque. Quels sont les 2 ou 3 pièges ou écueils les plus fréquents? Qu'est-ce qui fait que quand on a fait le travail, à un moment donné, on regarde, oups, j'ai oublié quelque chose et il y a un décalage, ça me surprend? Je pense qu'il y a déjà une première chose qui est importante, c'est quand on fait une prévision trésorerie, on avait prévu déjà, je ne sais pas moi, on avait prévu que la trésorerie allait augmenter dans les 15 jours de X milliers d'euros. Et c'est de garder ça et de voir où est-ce que on en est réellement. Donc, c'est ce qu'on appelle communément de comparer le réel au prévisionnel. Et donc, si le réel ne correspond pas au prévisionnel, ben, il faut déjà se poser la question, c'est où est-ce que, pourquoi? Et le pourquoi peut donner des enseignements sur, effectivement, est-ce qu'on a oublié quelque chose, parce qu'on voit des postes de dépenses qu'on avait oubliés, et donc il faut corriger le tir, ou des hypothèses qui étaient fausses. Ça peut être de manière très classique, c'est qu'on pensait pouvoir encaisser un client allait payer, et qu'en réalité, il n'a pas payé, il faut repousser. Mais une des manières, c'est qu'il faut reboucler en permanence sur le réel et de voir où est-ce que, enfin, si ça ne colle pas, où est-ce qu'on a fait où est-ce que ça s'est passé. C'est des enseignements pour le futur. Et je dirais la deuxième, c'est vraiment d'organiser l'information en rubriques, de fractionner le plus possible l'information pour très bien comprendre, je veux dire, avoir des choses simples qu'on puisse comprendre. Il vaut mieux avoir, je dirais, 10 onglets simples que 2 onglets avec des formules dans tous les sens. Pour compléter la réponse, Joe, et pour aller un peu dans le même sens,
Je dirais que en effet, les deux autres types d'erreurs, c'est une erreur plutôt de process et d'organisation. Donc, comme dans tous ces sujets de chiffres sous Excel, c'est ne pas avoir la bonne granularité, c'est-à-dire soit trop dans le détail et ça prend trop de temps, on se perd dans les hypothèses, on a du mal du coup à s'y retrouver, à mettre à jour de façon régulière, ou alors au contraire, aller trop en grande masse et oublier des choses importantes. Donc voilà. Donc en effet, moi je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Georges, c'est-à-dire avoir la bonne architecture du fichier, donc les bonnes thématiques décomposées en onglets, avoir les bons tableaux synthétiques pour avoir la vision d'ensemble, et après, y trouver la bonne granularité pour avoir en plus un suivi régulier. Ça, c'est une erreur plutôt, un écueil plutôt méthodologique, process, organisation. Bon, parce qu'il faut avoir en plus une revue plutôt régulière. Donc, voilà, il faut garder vraiment le contrôle et le momentum en tant que dirigeant entrepreneur. Et l'autre écueil, ça revient à la question des scénarios, c'est surestimer des rentrées, qu'elles soient des rentrées de revenus ou des rentrées de financement. Je sais qu'on est dans un moment où, heureusement, les institutions, que ce soit l'État ou les banques, etc., essayent d'aider tout le monde. Il ne faut pas malgré tout surestimer leur portée. Il y aura comme toujours des conditions d'octroi, il y aura comme toujours des cas plus difficiles que d'autres, il y aura comme toujours des déconvenus. Donc heureusement que les institutions sont là pour tous nous aider, mais il ne faut pas non plus surestimer, il faut continuer à faire des scénarios. Donc voilà, vraiment, moi je pense que l'écueil principal, c'est comme souvent surestimer les rentrées. La logique qui revient à la question tout à l'heure sur les startups, donc de burn rate, c'est exactement cette logique-là. C'est en gros, les dépenses malheureusement sont souvent certaines, les rentrées ne le sont pas. Voilà. Bon. Une autre question qui vient assez régulièrement pour les dirigeants notamment qui se payent eux-mêmes et qui peuvent décider de prendre des actions ou ne pas se faire payer pendant les périodes de besoin de trésorerie. Quelle est votre recommandation ou expérience là-dessus? Parce que ceux qui ne se payent pas du tout ou qui se payent trop, disons, ou plus qu'ils n'ont besoin, à un moment donné, pensent qu'ils peuvent faire un effort. Et d'un autre côté, quand ils ne se payent pas du tout, ils ont oublié les charges personnelles et ils se retrouvent à un moment donné à devoir, à titre personnel, faire face à un besoin de trésorerie que la société ne veut pas assumer. Est-ce que vous avez encore des recommandations, des astuces? Quelle est la part de ma rémunération, moi, en tant que dirigeant, je pourrais intégrer éventuellement dans ma prévision de trésorerie? Est-ce que je peux mettre à zéro? Et comment je m'assure que le zéro, ça ne va pas être un problème à titre perso qui va surgir plus tard? Et si je ne mets pas zéro, comment je fais la part qui est ma part indispensable nécessaire? C'est un arbitrage très personnel, en fait. Oui, tu as répondu à la question, hein, d'une certaine manière. Oui. Je voulais soulever le point Ouais. parce qu'on le Oui. vit assez régulièrement et on nous pose la question. Mais encore une fois, je profite de votre présence et vos expériences. On ne fait pas ça, ce n'est pas notre quotidien, disons. Moi, je dirais que ce qu'il faut mettre, c'est il faut mettre vraiment. Bon, il y a peut-être deux étapes. Il y a l'étape là très court terme, où peut-être que certains peuvent encore tenir avec zéro le temps de voir vraiment ce qui se passe d'un point de vue vraiment urgence sanitaire. Après, vraiment, la recommandation, ça reste de ne pas mettre zéro, de mettre le minimum viable, en effet. C'est-à-dire qu'individuellement, on a tous un minimum qui est vraiment nécessaire. Donc, il faut mettre simplement, je dirais, la recommandation, c'est de mettre au minimum, voir ce qui se passe. Si la situation de trésor ne passe pas de façon assez évidente avec le minimum, c'est une indication. Je peux juste rebondir là-dessus. Je veux dire, la problématique peut s'étendre. Enfin, évidemment, le dirigeant, il a lui-même, il peut faire ce qu'il veut, enfin, de sa rémunération, mais la problématique peut s'étendre à des partenaires. Il est possible aussi de demander à des partenaires réguliers qui peuvent avoir, ou externes, ou des consultants, ou des partenaires externes qui peuvent avoir des rémunérations confortables en temps normal, parce que c'est des spécialistes de haut niveau. Enfin, ça peut aussi être possible dans un esprit de continuité de leur demander de faire aussi un effort. Alors, un petit rappel par rapport au décaissement. Nos recommandations, mais c'est les nôtres qui intègrent aussi nos valeurs, on va dire, c'est de faire la part entre les fournisseurs ou prestataires qui sont dépendants de vous, donc qui ont vraiment besoin,
et les autres qui n'ont pas. Donc, pour certains, c'était les plus faibles ou les plus forts. En fait, ce n'est pas une question seulement de faiblesse, mais regardez autour de vous. Stratégiquement, on est là pour durer, on est là pour continuer à faire du business. Et les gens qu'on pourrait éventuellement aider à passer le cap parce qu'ils sont en mode survie aussi, on va pouvoir les fidéliser. Ils vont faire probablement beaucoup plus d'efforts pour vous aider à redémarrer plus vite que d'autres. Et pour d'autres qui n'ont pas vraiment un besoin vital, on peut renégocier certaines choses et surtout, on reste en contact avec eux en fait. Donc, garder le dialogue et le faire d'une façon un peu plus fine. Ça, c'est une de nos recommandations sur comment on fait le tri plutôt que ne pas payer et arrêter tous les décaissements. Inversement, vous pouvez, par la présentation en fait, de votre situation à vos clients éventuellement, en étant à la fois sincère, authentique, essayer d'avoir le maximum, mais négocier avec chacun les termes, éventuellement ce qu'on peut repousser ou ce qu'on peut encaisser plus tôt. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est important en fait, d'avoir des prévisions de trésorerie dans lesquelles on soit confiant, en fait, que l'on maîtrise bien et dont on maîtrise bien les sous-jacents, les hypothèses, puisque ça donne en fait des arguments solides pour venir en fait, échanger avec tout l'écosystème et expliciter les raisons des demandes. Voilà. Donc, je pense que ça facilite le dialogue, d'avoir une vision assez rigoureuse de son prévisionnel de cash. Alors, il y avait une question de Nicolas. Avez-vous un conseil justement dans les scénarios de prévision de trésorerie pour optimiser nos chances d'obtenir des concours bancaires? Devrait-on jouer sur le timing des flux, par exemple, de manière à rendre plus évidente le besoin immédiat de financement? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la… Je pense. Est-ce qu'il vaut mieux être… est-ce qu'il vaut mieux être pessimiste en disant, ben voilà, j'ai besoin de l'argent dans un mois pour… en disant, si je monte dans un mois, je l'aurai dans 2, ou être tout à fait… il faut mieux présenter un scénario pessimiste ou optimiste, en fait. J'ai l'impression que c'est ça le sens de la question à son banquier. Je ne sais pas, je sais pas quoi répondre, parce que soit il peut paniquer en disant ben non, c'est pas possible, je peux pas faire, et puis ça va l'inciter à couper encore plus les crédits. Ou je pense que moi je dirais le mieux c'est de jouer de manière la plus honnête possible. Honnête dans le sens des hypothèses qu'on pense réalistes. Oui, en fait, d'avoir un modèle sur lequel on puisse argumenter, qui soit solide, et voilà, qu'on puisse finalement échanger de manière assez transparente avec son banquier, qui est un partenaire comme un autre finalement, et avec lequel on est voué à travailler dans la durée normalement. Donc, je pense qu'effectivement, il faut jouer la transparence et puis être capable d'expliquer ce que l'on demande. Là-dessus, les avis pourront peut-être être un peu plus divergents parce que on va voir aussi avec la pratique de la crise. Mais moi, je tiens à rappeler que traditionnellement, dans la majorité des cas, et donc je pense dans la très grande majorité des cas qui nous concernent ici aujourd'hui, l'octroi de financement par une banque n'est pas directement lié au prévisionnel de trésorerie. Ce n'est pas ça qui est regardé en premier. Vous avez raison de travailler le prévisionnel de trésorerie aussi pour alimenter la discussion avec le banquier et avec les partenaires de financement, mais ce n'est vraiment pas le levier principal. Et je crois que même dans le cas de cette crise-là sur le court terme, ce ne sera pas le cas. Les évaluations plus classiques de notation, que ce soit notation Banque de France ou notation interne faites par les banques, l'examen des chiffres passés seront beaucoup plus déterminants et seront les principaux critères. Ça n'empêche pas, en effet, d'alimenter la discussion et l'échange avec les partenaires bancaires d'autres éléments de type prévisionnel de trésorerie. Mais déjà, je pense qu'il faut avoir conscience que ce n'est pas le levier principal. Et dans la relation, moi je rejoins ce qu'il en a dit, dans la relation avec vos partenaires bancaires, pour moi, il est évident que c'est en effet l'honnêteté et la bonne transparence
en termes d'information qui prime parce que ça reste une relation stratégique et à construire sur le long terme et à continuer à construire sur le long terme. Donc, ça dépend ce qu'on entend par jouer sur le timing. En effet, si c'est pour présenter une image en partie trompeuse, ce n'est pas du tout recommandé, surtout que c'est en partie inutile, puisque ça reste un élément plutôt de réassurance plutôt qu'un élément déterminant d'octroi du prêt. Et nous, ce qu'on observe quand on présente des dossiers comme ça, c'est que malheureusement, les banques ne vont regarder que le passé. La décision des banques, elle n'est pas sur vos projets d'avenir. Et d'ailleurs, les banques le disent, nous, on n'est pas là pour financer l'avenir. Ça, vous allez voir au niveau de vos investisseurs, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est leur pratique. En revanche, quand vous maîtrisez ce qui va se passer dans l'avenir, quand vous avez des prévisions de trésorerie qui sont plausibles, avec un scénario qui va montrer pourquoi vous avez un besoin et à quel moment vous allez sortir de ce besoin, ça vous rend plus crédible vis-à-vis des financiers, autant des banques que de votre écosystème autour de vous. Et quand on connaît ce montant, ça permet de façon précise d'aller négocier avec un effort marginal en disant il me manque 50 000, il me manque 100 000 pour passer le cap, et voilà comment on va le passer. Donc, dans les deux cas, je pense qu'une bonne maîtrise de l'avenir est mieux que d'exagérer la situation. Le deuxième volet, c'est que quand on exagère et qu'on prend des marges de sécurité importantes, on se décourage ou on finit par s'inquiéter soi-même parce qu'on a une vision beaucoup plus inquiétante de la réalité alors qu'on aurait pu finalement passer le cap en saucissant le problème et en l'autre. Donc attention de ne pas laisser se prendre en fait à son propre piège dans les deux sens, c'est-à-dire se rassurer faussement ou s'inquiéter beaucoup trop et penser que c'est catastrophe, qu'on ne passera pas le cap. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Joe, parce que moi je partage pleinement ce que vient de dire Joe, c'est-à-dire que j'enlèverai simplement le malheureusement sur le fait que malheureusement les banques ne financent pas l'avenir. J'enlèverai le malheureusement, mais voilà. Mais c'est un autre débat. Je sais, les banquiers, quand on achète de l'argent au gros et qu'on le vend au détail avec 1% de marge brute, c'est difficile pour ceux qui font des fonds. Okay. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand les banques prêtent pas, on dit elles font pas leur métier. Quand elles prêtent trop, après c'est la crise financière, on dit elles font pas leur métier. Bon, enfin bref. Donc c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. En tout cas, en effet, c'est ce que vient de dire Joe. C'est-à-dire que, mais pour moi, il y a deux éléments différents. C'est le prévision et les trésoreries, ce dont on parlait ce matin, d'une part, et le business plan. Le plan de projection financière que vous pouvez présenter à votre banquier, ce qui n'est pas la même chose. Pour expliquer le besoin en gros et sur une vision plus long terme. Le prévisionnel de trésorerie, c'est vraiment un outil pour vous, dirigeants entrepreneurs, pour vraiment maîtriser votre situation. L'élément à communiquer à votre banque va être dans votre réflexion basé sur votre propre compréhension de votre propre situation, mais c'est un autre type de présentation, moi je pense. C'est plutôt le business plan. Voilà. Alors, il va être temps de faire une petite fin à notre intervention, car comme dit le fameux philosophe, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Oui, je vous cite du Philippe Bouvard dans le texte. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aussi bien pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire avoir une bonne vision de votre situation, que pour ce qui concerne les gens avec qui vous travaillez, donc être considéré comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui sait où il va, comme quelqu'un qui dit à peu près ce qui va se passer et grosso modo on peut lui faire confiance. Pour toutes ces bonnes raisons, ça vaut le coup d'investir du temps. Bien sûr, au début, c'est pas mal de temps parce qu'il faut construire son tableau, il faut voir quelles sont les infos dont on dispose, comment on les utilise. Il y a un peu de travail, mais c'est aussi un travail de réflexion sur la façon dont fonctionne votre société. Donc, c'est aussi un vrai sujet. Donc, ça va vous donner une meilleure compréhension de votre modèle. Ça peut même vous donner des idées de ce que vous pouvez avoir besoin de changer dans votre modèle pour l'améliorer considérablement. Donc, c'est un travail, c'est un investissement. Comme tout investissement, au départ, ça coûte avant de rapporter. Mais notre recommandation, c'est passer du temps là-dessus. Voilà. Donc, il nous reste à remercier Clotilde, Jean-Georges et Jérémy pour leur aide. Ils ont évidemment, dans la limite du raisonnable,
Donc, c'est plus dans l'idée d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à des questions et pas quelqu'un que vous allez faire travailler gratuitement. Vous savez que il y a une nuance subtile entre les deux. Et je sais que vous êtes capable d'apprécier la limite. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on a, donc vous n'avez pas encore reçu les invitations car elles ne sont pas encore parties, deux réunions qui sont prévues, une demain et une après-demain, toutes les deux à 11 heures. Demain, on fait une deuxième passe sur la question du droit et de la situation actuelle. Donc, c'est une petite analyse des derniers textes sortis et qu'est-ce qu'on peut en conclure de nos marges de manœuvre et de nos capacités. Et petite intervention, vendredi... Jean-Christophe. J'en profite pour ceux ou celles qui ont des questions juridiques précises par rapport au sujet qu'on a traité dans le premier atelier. On va essayer d'organiser du coup pour demain des réponses spécifiques à ces questions groupées si elles sont partagées par plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos questions soit à l'associé qui vous accompagne ou éventuellement à Eugénie. Vous avez son mail ou sinon vous allez la voir juste en bas, elle va le rajouter dans le chat, comme ça vous l'aurez. On pourra intégrer vos questions spécifiques éventuellement pour demain à partir du moment où elles ne sont pas uniques et partagées par d'autres personnes. L'atelier suivant, Jean-Christophe. Voilà. Et donc, dernière chose, vendredi 11h, on va faire, après 2 semaines de confinement, une réunion qui sera axée sur le partage d'expérience. Donc, c'est le bon moment pour apporter les choses qui ont fonctionné pour vous, les choses qui n'ont pas fonctionné pour vous, que ce soit sur des questions de travail interne avec vos collaborateurs ou de travail avec vos fournisseurs, vos clients ou tout ce qui est financement, tout ce qui est état, etc. Voilà. Merci à tout le monde pour cette... je voulais aussi soulever le fait qu'on a une chaîne où on met toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais vous mettre le lien de cette chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez revoir un moment ou partager une vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, voilà la chaîne YouTube. Voilà, donc en gros, ça prend 1 heure pour l'uploader. Donc, vous aurez la réunion d'aujourd'hui dans 1 heure dessus. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et voilà. Merci à tout le monde. Merci à tous. À demain et après-demain pour les courageux. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci. Très bon moment. Au revoir. À demain. Merci Clotilde, merci Jean-Georges et merci Jérémy. Merci Eugénie. Merci tout le monde. Merci.